Nous entreprenons la deuxième partie de la soirée qui s'intitule « La vie sur les planètes ». Mais avant de parler des planètes multiples à travers le système solaire et peut-être ailleurs, pendant la pause, il y a eu plusieurs questions qui sont venues à l'esprit des gens, disant si on est affecté par les intelligences inférieures, comme vous nous avez expliqué, qu'il y a le bien et le mal, et qu'il y a beaucoup d'intelligences malignes, surtout sur le plan de l'homme. Comment faire pour les détecter et comment faire pour s'en débarrasser? C'est une très bonne question. Pour détecter ces intelligences qui sont anti-homme ou qui sont anti-vie, l'homme doit apprendre à réorganiser son mental. Et quand je dis réorganiser son mental, je veux dire apprendre à voir les choses d'une façon totalement autre qu'il les avait vues par le passé. Dans l'expérience psychologique de l'homme, par exemple, sur le plan humain, quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous avez tendance à le croire, à moins que ce soit évident que ce soit faux. Sur le plan humain, on a toujours des moyens quelconques pour discerner entre le vrai et le faux. La vie nous rappelle, après quelques temps, quelques années, quelques mois, qu'il y a eu fausseté ou il y a eu mensonge dans une rencontre, dans une relation, dans une conversation quelconque. Mais lorsque l'homme traite avec des intelligences qui sont sur des plans dont il ne connaît pas les lois, intelligences qui communiquent avec lui par la parole, qui se servent d'idées qui lui conviennent, l'homme n'a pas la mesure de ces intelligences. Il n'a simplement que la mesure de ce que ces intelligences lui racontent. Et c'est là que le danger existe. Les mondes parallèles, prenons le monde parallèle de l'astral ou le monde parallèle de la mort, c'est un monde qui est vivant, qui est mémoire, et c'est un monde extrêmement varié. Il y a des hauts et des bas dans ce monde, il y a des plans très bas où les intelligences sont réellement très, très négatives. Il y a des plans très élevés où les intelligences sont très positives. Mais que les intelligences soient négatives ou positives, l'homme devra un jour reconnaître que le plan astral, ce n'est pas un plan d'intelligence, c'est un plan d'expérience. Et que le plan mental, c'est le plan de l'intelligence. Et l'homme devra reconnaître un jour que pour avoir accès au plan mental, autrement dit, ou avoir accès au plan de l'intelligence pure, un plan qui n'est pas souillé par l'expérience, qui n'est pas limité par l'expérience, l'homme doit réorganiser complètement son mental et revoir et reconstituer sa façon de penser et de recevoir la pensée. Il doit se produire sur le globe une révolution dans la pensée humaine. Révolution interne, intérieure, personnelle, individuelle, mais une révolution, c'est-à-dire une mutation totale permettant à l'homme de ne plus voir les choses comme il les voyait avant, c'est-à-dire dissocier totalement sa pensée de son émotivité. Autrement dit, dissocier totalement son intelligence de l'astral. Autrement dit, et par le fait même, augmenter le pouvoir de son mental, réduire le pouvoir de l'astral sur son mental et automatiquement vivre la fusion. Si l'homme ne fait pas ou ne vit pas cette expérience dans les siècles qui viennent, l'expérience cosmique, la descente sur la Terre de cette conscience universelle qui est simplement énergie, créera des bouleversements
dans le mental et dans l'émotionnel de l'homme de tel ordre que l'homme sera facilement troublé dans son esprit parce qu'il ne pourra pas voir la différence entre le réel et le factice. Le factice est polarisé. Dans le factice, il y a le bien et le mal, il y a le vrai et le pas vrai, le mensonge et la vérité. Et les hommes, un jour, devront savoir, lorsqu'ils seront dans le mental, que la vérité, ça n'existe pas. Le réel existe. Le réel contient la vérité et le mensonge. Et que l'homme, dans le mental supérieur, s'il a accès au réel, connaît, comprend les lois de la vérité et du mensonge. Autrement dit, il connaît et il comprend les lois du bas astral et il comprend les lois du haut astral. Sinon, il est voué éventuellement à revivre le cycle de la mort et ne peut pas atteindre ces plans d'énergie où il pourra éventuellement substituer son corps matériel pour un corps morontiel ou un corps de lumière. L'homme doit réorganiser son mental. L'homme doit re-regarder comment il pense. L'homme aujourd'hui pense mécaniquement. L'homme aujourd'hui, quand il pense en fonction de sa mémoire. Et de sa mémoire, il obtient des opinions. L'homme ne peut pas vivre d'opinion. Et l'homme, un jour, ne devra plus vivre de mémoire. Parce que la mémoire de l'homme fait partie de la mémoire de l'âme, fait partie du contact plus ou moins conscient avec des plans astraux, et un jour, l'homme devra être dans une relation directe, indivisible avec l'énergie de l'intelligence, parce que de l'intelligence, c'est une énergie. Et à ce moment-là, il n'aura plus besoin de mémoire. Ceci ne veut pas dire qu'il n'aura pas de mémoire, mais la mémoire qu'il aura sera une mémoire créative qui sera le produit de l'activation de cette énergie sur son cerveau, au lieu que cette mémoire soit le produit de la réflexion dans son mental d'une intelligence provenant de l'astral et qui affecte son comportement humain et qui lui empêche, lui, l'homme, d'être réel, autrement dit, d'être réel. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on pense aux influences négatives, on pense que l'exorcisme est une manière d'éviter de tomber dans le piège et dans l'esclavage de ces forces négatives. L'exorcisme est une façon, est une méthode permettant de neutraliser les ondes vibratoires entre un individu qui est affecté par les forces astrales. Heureusement qu'il existe sur la terre de l'exorcisme. Et tant que les hommes ne seront pas suffisamment conscients, tant qu'ils ne seront pas suffisamment mentaux, ils auront besoin de l'exorcisme pour que ces forces n'aient pas d'emprise sur leur cerveau à cause de la vibration. Lorsque l'homme sera mental, il n'aura plus besoin d'exorcisme parce qu'il ne sera plus influençable. Quelles sont les énergies développées par un exorcisme? Est-ce que ce ne sont pas déjà des énergies astrales? Un exorcisme convient à l'exorciste selon que l'exorciste est plus près de forces vibratoires de haute vibration qu'un autre. Il faut qu'un exorciste soit très fort. Il faut qu'il ait de la volonté. Mais il y a toujours une limite à l'exorcisme, parce que si une personne exorcise et qu'elle est dans un milieu vibratoire trop puissant, l'exorcisme sera impuissant. Autrement dit, de l'exorcisme, ce n'est pas absolu. Ce qui est absolu, c'est le pouvoir mental de l'homme. Ça, c'est absolu. Parce que le pouvoir mental de l'homme n'est aucunement contaminé ou contaminable par l'astral. Mais un être qui exorcise, un prêtre, par exemple, qui prend dans son rôle social, dans son rôle spirituel, dans son rôle moral, la force morale dont il a besoin pour l'exorcisme, est capable de faire un travail. Et s'il le fait, c'est bon.
Mais son travail n'est pas nécessairement absolu. Autrement dit, un prêtre peut très bien essayer d'exorciser une personne qui est affectée par des forces très, très puissantes et il ne pourra pas réussir son travail. Mais déjà, l'exorcisme, c'est essentiel et ça a été donné à l'homme par des forces spirituelles. Mais l'homme, un jour, doit être capable de n'avoir jamais besoin d'être exorcisé, c'est-à-dire que l'homme, un jour, doit être capable d'être suffisamment mental pour ne jamais avoir besoin de protection spirituelle. Tant que l'homme a besoin de protection spirituelle, il est sujet à une pénétration astrale inférieure parce que les êtres spirituels sont des êtres doux, sont des êtres qui ont une volonté plus ou moins forte, ce sont des êtres qui aspirent à ce contact avec l'astral spirituel élevé, mais qui, dans leur acheminement, peuvent très bien, à cause de l'ouverture de leur centre, être en contact avec des intelligences astrales négatives, avec lesquelles souvent ils peuvent avoir à leur insu un lien karmique ou un lien d'expérience. Je vais vous donner un exemple. Cette semaine, j'ai reçu un téléphone d'une personne dont la mère venait de mourir. Personne qui, sur le plan humain, femme, aimait beaucoup sa mère, ainsi de suite. Il y avait entre ces deux êtres beaucoup de sentiments. La mère, elle est morte et depuis la mort, la communication télépathique a commencé et après quelques jours, la personne ne pouvait plus tenir ceci. C'était trop. Et j'ai dit, demande à ta mère si elle est bien. Et elle a reçu comme réponse oui. Et ensuite, j'ai dit, demande à ta mère si elle peut t'aider. Et elle a reçu comme réponse oui. Et j'ai dit, demande à ta mère si c'est vrai qu'elle peut l'aider. Et elle a reçu comme réponse oui, non. Et ensuite, j'ai dit, redemande encore si elle peut t'aider. Et elle a reçu comme réponse non. Vous voyez le changement. Ensuite, j'ai continué, je ne veux pas vous fatiguer avec cette conversation, mais j'ai continué et après quelques minutes, le lien a été brisé, toute l'énergie a été changée et la personne se sentait bien. Mais ce qui me permet, moi, de faire, dans le fond, c'est de l'exorcisme, si vous voulez parler d'exorcisme. Mais je n'aime pas employer ce terme parce que je ne suis pas un religieux. Mais c'est de l'exorcisme. Autrement dit, c'est couper les liens vibratoires avec le monde de la mort. Mais pour couper les liens vibratoires avec le monde de la mort, il faut connaître les lois de ce monde-là. Et pour connaître les lois du monde de la mort, quand on est sur le plan matériel, il faut avoir contact avec l'intelligence. Parce que c'est l'intelligence qui peut expliquer à l'homme tous les plans de la vie. Et si l'homme a contact avec l'intelligence, s'il a un contact direct avec cette intelligence, il peut comprendre facilement le monde de la mort. Et s'il veut, pour une raison quelconque, aller dans le monde de la mort, il sera dirigé par cette intelligence et ne sera jamais affecté par le monde de la mort. C'est très intéressant, le monde de la mort. D'ailleurs, je vais écrire un livre sur ça un jour. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est la mort. Parce que les gens n'ont jamais compris qu'est-ce que c'est la mort. C'est très intéressant, la mort. Mais c'est intéressant dans ce sens qu'il faut la bien comprendre pour ne pas en être affecté. Et je sais aujourd'hui, je le dis aujourd'hui, je le dis aujourd'hui, un jour l'homme le saura, l'homme réalisera un jour que le monde de la mort est le monde qui sous-tend le monde de la vie mentale de l'homme et de la vie émotionnelle de l'homme. Autrement dit, l'homme aujourd'hui est en relation vibratoire et karmique avec le monde de la mort et c'est ceci qui a créé ce qu'on appelle l'involution. Et lorsque l'homme sera mental, dans la prochaine évolution, il y aura une scission complète entre le monde de la mort et l'homme et à cause de ceci, l'homme ne pourra plus penser comme il pensait avant. Toute la pensée, toute sa façon de penser sera haute. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera plus rattachée à la mémoire. Elle ne sera plus rattachée à des intelligences qui sont dans le monde de la mort et qui aussi doivent évoluer et revenir éventuellement dans la matière pour la fusion, parce que tous les hommes sur la Terre doivent un jour fusionner. Tous les hommes. Que ça prenne 2000 ans, 3000 ans, toute l'humanité doit fusionner. Alors, un jour, ces êtres-là doivent revenir encore dans la matière et éventuellement en arriver à la fusion. Alors,
Un jour, le monde de la mort n'aura plus de pouvoir sur l'homme et à ce moment-là, l'homme sera dans le monde de l'intelligence, sera sur le plan mental de l'intelligence, aura un corps mental totalement développé et à ce moment-là, l'homme sera libre, libre, libre. C'est là que l'homme sera libre. C'est ça, être libre. Tout le reste, la liberté dont on parle aujourd'hui, c'est un miroitement, c'est une tentation, c'est une forme créée par le monde de la mort pour maintenir l'homme dans la domination. Pour que l'homme soit libre, il faut que son esprit soit en relation vibratoire, unifiée avec l'intelligence universelle. À ce moment-là, l'homme, il est libre, c'est-à-dire qu'il est capable de voir, de concevoir, de créer des pensées nouvelles. Et ceci est très important. L'homme doit créer des pensées nouvelles au lieu de mémoriser des pensées anciennes. C'est ça qui retarde l'évolution de l'homme, c'est que les hommes pensent des pensées qui sont vieilles de 50, 60, 70, 2000 années. L'homme doit créer des pensées nouvelles, mais pour qu'il crée des pensées nouvelles, il faut qu'il ait le support vibratoire de l'intelligence, de l'énergie de l'intelligence, et à ce moment-là, il crée des pensées nouvelles. Et lorsqu'il crée des pensées nouvelles, il apprend des choses nouvelles. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à entrer dans la conception de l'impossible et de vivre mentalement de l'impossible et de réaliser que l'impossible, pour la majorité des hommes, est le réel pour lui. À ce moment-là, il peut commencer à s'attaquer aux problèmes de la survie, aux problèmes de la mort, aux problèmes des extraterrestres, comme vous employez le terme, et ainsi de suite, et rentrer petit à petit dans les mystères de l'esprit, dans les mystères de l'intelligence, dans les mystères de l'évolution, et réaliser un jour que des mystères, ça n'existe pas. Que le secret des mystères, il existe dans ce sens qu'il y a un petit nombre de personnes sur la Terre qui sont dans le secret des mystères. Mais les hommes en général, qui sont des êtres ascendants, devraient avoir accès au mystère de la vie. Les êtres qui sont descendants sur l'échelle de l'évolution, eux, ont accès au secret des mystères de la vie parce qu'eux font partie des lois de l'évolution. Eux sont responsables sur un plan ou sur un autre de l'exécution de mandats évolutifs qui fait partie de la catégorie d'existence d'où ils viennent dans les mondes très éloignés de la galaxie après avoir pris conscience dans un corps matériel humain. Ces êtres-là ont un rôle, ils ont un travail à faire sur une planète pour que se continue l'évolution. Alors, ils sont dans le secret des mystères. Mais les hommes doivent connaître au moins les mystères de la vie. Est-ce que Bernard fait partie de ces hommes-là? Je ne vous répondrai jamais à une question comme ça. C'est inutile de me demander une question comme ça, vous savez. Vous me demandez des questions. Je ne peux pas vous répondre à des questions comme ça. D'abord, ce n'est pas de vos affaires, ce n'est pas les affaires de personne. Et si je le dis, ça crée des formes. Les gens font de la personnalité. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas intelligent de répondre à une question comme ça. Non. Non. Et de ne pas y répondre, c'est aussi d'y répondre. De ne pas y répondre, au moins, c'est plus intelligent. Alors peut-être que le mois prochain, ça pourrait être le thème de la rencontre, les mystères de la mort. Vous êtes d'accord? Moi, je suis toujours d'accord. Parfait. Alors pour ce soir, c'est la vie sur les planètes. Est-ce que c'est important de s'intéresser à la vie sur d'autres planètes que la planète Terre? C'est sans importance. Alors la soirée est finie. C'est ça. C'est sans importance parce que s'intéresser à la vie sur d'autres planètes crée dans le mental humain de la mémoire. Et si l'homme s'intéresse à la vie sur d'autres planètes, il va créer dans sa tête des formes qui vont créer de la mémoire et automatiquement, il coupe le pont avec l'énergie universelle. Et automatiquement, il va faire en sorte que son esprit va s'ouvrir au monde astral. Et à ce moment-là, il va commencer à être astralisé dans sa pensée. Ce n'est pas bon de parler de choses qui ne font pas partie de notre expérience parce qu'éventuellement, ça devient une perte d'énergie. Parce que ça devient éventuellement une curiosité insatiable.
Et éventuellement, ça nous fait perdre conscience que nous vivons sur un plan matériel, que nous devons travailler, que nous devons avoir les deux pieds à terre et petit à petit progresser dans une conscience qui nous amène éventuellement à connaître ces mondes et à entrer en contact avec ces mondes. Ceci, à ce moment-là, ça fait partie de notre expérience, ainsi de suite. Et plus le temps va, plus il y aura d'hommes dont l'expérience sera parallèle. Mais de parler des mondes, de ces mondes, ça crée dans l'homme une sorte de soif. Et la soif entretient la mémoire, et la mémoire, éventuellement, elle est tellement forte que l'homme ne peut vivre que ceci. Il y a des gens qui sont tellement pris dans l'ésotérisme et l'occultisme qu'ils oublient de s'acheter des patates pour donner à leur mari le soir un repas sur la table. Ils ont oublié. Ils étaient dans le cosmos. Moi, j'appelle ça le crosmos. Excusez-moi. Alors, c'est intéressant d'expliquer des aspects de ces choses, mais il ne faut pas trop manger parce qu'on fait facilement une indigestion. Et ce n'est pas bon être malade. Vous nous avez pourtant souvent parlé des influences plutoniennes, mercuriennes. Je vous ai parlé des influences plutoniennes. Donc, ça fait partie de l'expérience de l'homme. Oui, les influences plutoniennes font partie. Oui, mais je vous en parle pour aiguiser un peu votre esprit, pour vous faire reconnaître que l'homme est beaucoup plus influençable qu'il ne se l'imagine. Je vous en parle pour montrer, pour décrire les dangers de l'homme. Je ne vous en parle pas pour aller à l'intérieur de ceci et d'approfondir ceci, ça ne sert à rien. Si l'homme peut comprendre qu'il est un être extrêmement sensible, extrêmement vulnérable, à ce moment-là, l'homme commence à comprendre quelque chose. Ce que je trouve de plus effarant sur notre globe, c'est que les hommes ne réalisent pas qu'ils sont dans l'intelligence, qu'ils ont accès à leur intelligence. Et qu'ils s'occupent de toutes sortes d'autres choses qui bloquent cette intelligence. Les hommes ne réalisent pas qu'ils sont dans leur intelligence et que toute leur mémoire, toute leur façon de penser la bloque, cette intelligence. Moi, j'ai fait des expériences avec des gens dans les séminaires que je donne pour faire réaliser aux gens que ce n'est pas seulement Bernard de Montréal qui est dans cette intelligence, dans cette énergie, que les hommes le sont. Et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas le réaliser, c'est parce qu'ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas les mécanismes, ils ne savent pas comment est construit leur esprit. Et dans ces expériences, nous nous sommes aperçus au cours de la soirée qu'après un certain temps, c'est moi qui demandais à ces gens-là de m'expliquer telle ou telle chose. Et ces gens-là m'expliquaient telle ou telle chose. Mais pourquoi étaient-elles capables de m'expliquer telle ou telle chose? C'est parce que j'avais détruit la forme qui bloquait leur pouvoir d'aller chercher l'information nécessaire. Et c'est ça la nouvelle école sur la Terre. Il y a une nouvelle école sur le globe. Il y a une nouvelle école sur le globe et beaucoup de gens cherchent cette école et ils ne la trouveront pas comme ils la croient et ils ne la trouveront pas là où ils la croient. Cette école, elle est très, 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 très fluide. Elle est là, cette école. Elle existe. Elle est installée dans le monde et il y a de plus en plus de gens qui viennent à cette école. Il y a de plus en plus de gens qui seront nourris de cette école, qui seront instruits de cette école. Mais il y a définitivement sur le globe une école qui permet à l'homme de comprendre les mécanismes de son esprit et qui automatiquement change la résonance du mental pour que commence l'évolution de l'homme. Il y a une école. Et après ça, les hommes s'aperçoivent d'une chose, c'est que leur vie sur le plan matériel, la paix que tout homme recherche, est plus importante que toutes les autres acquisitions intellectuelles ou philosophiques provenant de mondes qui sont encore loin de l'expérience de l'homme. Je veux bien parler des extraterrestres, mais je dois toujours faire la part des choses, et la part des choses, c'est la part de l'homme.
Et la part de l'homme, c'est la réalisation pour lui des formes de toutes sortes qui le bloquent de son intelligence et qui l'amènent petit à petit à vouloir s'intéresser à ceci, à cela et à ceci et à cela, sans se nourrir véritablement de sa propre énergie, c'est-à-dire de sa propre intelligence. Quand on s'intéresse à l'ésotérisme ou quand on écoute beaucoup Bernard, on s'aperçoit aussi que l'être humain est victime de beaucoup d'influences, beaucoup de manipulations sont possibles. Je reprendrai peut-être l'exemple que vous avez donné tantôt lorsque la personne qui voulait communiquer avec sa mère qui était décédée, vous lui avez dit « Est-ce qu'elle peut t'aider? » Elle dit « Oui. » Redemandez-lui « Est-ce qu'elle peut t'aider? » Elle vous répond « Oui, non. » Puis finalement, au bout de la ligne, c'est pas le fantôme de sa mère qui lui répond. C'est un travail d'ordre psychologique précis où vous vous rendez compte que la personne est très influençable par la perte et l'émotion qu'a entraîné la perte de sa mère, et vous lui mettez sur le nez que tu ne te rends pas compte, et puis là. Alors, c'est de la psychologie, ce n'est pas nécessairement un contact avec sa mère. Ce point est très intéressant. D'abord, je vais vous dire une chose, que le monde de la mort, quand nous parlons du monde de la mort, le monde de la mort, il est contenu dans le cerveau de l'homme. Autrement dit, où se situe le monde de la mort? Le monde de la mort, il se situe dans le cerveau de l'homme. Éliminer sur la terre les hommes ou conscientiser toute une population humaine et le monde de la mort disparaît. Les hommes s'immortalisent. Alors, tant que le monde de la mort existe dans le mental humain de chaque homme, le monde de la mort, il est contenu dans le mental de chaque homme. Et tant que l'homme n'est pas conscient de son intelligence, il est assujetti à l'expérience du monde de la mort dans son mental. Et la connexion entre ce plan d'énergie et son mental devient la connexion astrale avec l'homme, et c'est ce qui l'induit en erreur. Aussitôt que l'homme connaît le mécanisme de son mental et qu'il est capable de faire la juste séparation entre des pensées fictives et des pensées réelles, il neutralise dans son mental le monde de la mort, c'est-à-dire qu'il neutralise dans son mental la mémoire et automatiquement, il est dans son intelligence. Alors, si vous dites que dans une interaction comme ça, ce n'est pas le contact entre l'homme à travers l'homme pour toucher au monde de la mort, c'est partiellement vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. C'est partiellement vrai parce que le monde de la mort est une mémoire et automatiquement, il est une illusion expérimentale, expérientielle, parce que tout ce qui n'est pas dans le réel est illusion. Et que l'intelligence qui est mémorisée, autrement dit, la mémoire qui est active et créative sur le plan du mental humain, à travers la conscience astrale de l'homme, automatiquement l'informe en fonction d'une mémoire que l'homme, lui, peut reconnaître. Alors, automatiquement, il y a liaison entre l'activité d'une mémoire qui est séparée de l'expérience humaine et l'activité d'une mémoire qui est revenue, qui est sortie du corps matériel, mais qui existe en énergie. Et l'homme, un jour, doit détruire cette énergie. Et lorsqu'il détruit cette énergie, il est évident, il est réel de dire que l'homme n'est plus en contact avec le monde de la mort. Mais tant que l'homme n'est pas capable de séparer la pensée gratuite qui lui est mise et la pensée créative que lui peut créer, le monde de la mort existe et c'est ce qui crée la mort sur la terre. Si le monde de la mort n'existait pas, si le monde de la mémoire de la mort n'existait pas dans le cerveau humain, il serait impossible à un être humain de perdre conscience après la mort, de tomber dans le rêve et de se retrouver dans le cerveau d'un autre être humain, dans une forme d'énergie qui convient dans la même mécanique de conception que nous connaissons, telle que la connaissance humaine. Si c'est une question de cerveau, les lois de la mort sont apparentées aux lois de la psychologie humaine. Les lois de la mort sont apparentées aux lois de la psychologie humaine, et je vais vous dire plus, je vais vous dire que les lois de la mort sont la fondation de la psychologie humaine.
Et tant que les psychologues n'auront pas compris les lois de la mort, ils n'auront pas compris les lois de la psychologie humaine. Et ils seront automatiquement obligés de faire de leur mieux ou faire de leur pire. Et s'ils font de leur mieux, ils maintiendront un équilibre entre le monde de la mort et le monde de la vie matérielle. S'ils font de leur pire, ou s'ils sont incapables de traiter une situation, le monde de la mort deviendra de plus en plus puissant dans le cerveau de l'homme et éventuellement l'homme perdra son esprit, c'est-à-dire qu'il perdra le petit peu de contact qu'il possède avec la lumière. Le monde de la mort, la mécanicité du monde de la mort est infrastructurelle à la psychologie humaine terrestre mondiale. Les quelques grands psychiques, les quelques grands hommes, Rudolf Steiner, quelques grands hommes, qui ont constaté ce fait, Kardec, dans ses multiples expériences, ont réalisé que c'est impossible de recevoir de l'information venant du monde de la mort, information qui soit constamment et de façon continue véritable. Pourquoi? Parce que le monde de la mort se sert d'un peu de vérité pour dominer l'esprit, afin de faire pénétrer ensuite un peu de mensonge pour confondre l'esprit. Ce sont les lois du monde de la mort. Alors aujourd'hui, si vous êtes dans le matériel, votre esprit est dans le matériel, et un jour vous mourrez, la partie mentale de votre esprit s'en va dans les mondes de la lumière, la partie astrale de vous qui est mémoire s'en va dans le monde de la mort, et automatiquement, même si vous avez un enfant que vous avez aimé, ou une relation que vous avez aimée, vous serez assujetti dans ces mondes-là à des lois, et vos enfants ne prendront jamais conscience de l'aspect draconien de ces lois, et automatiquement, vos enfants continueront le rythme, continueront l'association que les hommes ont fait depuis des siècles avec le monde de la mort pour ne trouver que quoi? Que des enseignements superflus, des enseignements qui n'ont jamais mené l'homme à la connaissance. Et regardez, l'ésotérisme existe sur la Terre depuis des millénaires et l'homme, à la fin du 20e siècle, commence l'évolution. Alors, c'est un point de vue que tout homme doit prendre en considération. S'il y a eu de l'ésotérisme pendant des siècles, qui a servi, qui a été bon, qui est venu des hauts plans de la mort, l'homme un jour doit détruire cet ésotérisme complètement pour entrer dans la connaissance totale, c'est-à-dire dans cette intelligence qui n'est plus conditionnée par les lois de l'évolution de la mémoire, mais qui conditionne la création. Ça, c'est l'homme de demain. Et un jour, il n'y aura plus d'ésotérisme sur la Terre, il n'y aura plus d'occultisme sur la Terre, il n'y aura que de l'intelligence sur la Terre. Mais en attendant, l'ésotérisme et l'occultisme fait partie du raffinement de plus en plus subtil des relations entre l'homme et le monde de la mort. Autrement dit, l'ésotérisme et l'occultisme proviennent des hauts plans du monde de la mort, mais un homme doit être capable d'aller dans les mondes de la mort, de rencontrer les maîtres dans les mondes de la mort et de ne pas être influencé par leur cabale. Jusqu'à ce que ces maîtres redescendent dans la matière, pulvérisent la matière, transmutent la matière et élèvent le statut du corps mortel au statut du corps morontiel. Ça, c'est demain, c'est l'avenir de l'humanité. Le statut du corps morontiel, est-ce que c'est genre de la 6e race? C'est le début, oui. C'est à partir de ce stage. Pour que l'homme développe, pour que l'homme utilise son corps morontiel, il faut qu'il détruise complètement la mémoire de l'âme pour ne se servir que de l'énergie de l'âme qui servira à la construction du corps morontiel qui est le raffinement extrême du corps éthérique du double humain. Et tant que l'homme ne pourra pas... C'est pour ça que je dis que le monde de la mort ou l'esprit de la connaissance du monde de la mort est infrastructurel à la psychologie de l'humanité. Parce que l'humanité aujourd'hui n'est pas capable de penser par elle-même. L'homme n'est pas capable de créer des pensées. Il n'est capable que de les mémoriser, que de les recevoir, qu'en être influencé. Il n'est pas capable de les détruire dans l'œuf. Aussitôt que l'homme en arrive à être capable de détruire, ou quand il commence à détruire des pensées dans l'œuf ou des formes dans l'œuf, il est troublé, il est insécure et il perd le courage de son intelligence. Et c'est pourquoi l'homme retourne encore dans le même
dans la même mécanisation de son intelligence et que l'homme n'a aucune individualité, l'homme n'a pas de personnalité réelle. Et s'il a quelques intuitions dans sa vie, s'il y a quelques mouvements de son intelligence réelle dans sa vie, le monde de la mort, autrement dit, sa psychologie humaine conditionnée, historique, tuera cette intelligence dans l'œuf et l'homme dira « je ne peux pas parler de ces choses parce que personne ne me comprend ». Et s'il est médecin, et s'il est avocat, et s'il est psychologue, psychiatre, et qu'il a des vues qui sont moindrement intelligentes, il sera obligé de cacher ces choses des vues de ses collègues parce que le monde de la mort a une emprise trop puissante sur le monde de l'esprit de l'être vivant. Et c'est pourquoi nous sommes dans une société qui... Les temps changent aujourd'hui, mais disons, il y a 50 années, 200 ans, 300 ans, nous étions dans une civilisation qui devait cacher dans des sectes ou dans des écoles particulières les connaissances dûment expérimentées au cours des âges, ce que vous appelez, vous, la connaissance primordiale. Heureusement qu'il y a eu des écoles ésotériques qui ont gardé cette connaissance primordiale. Les Rose-Croix, les francs-maçons ont gardé un peu, bien que cette connaissance soit encore un peu plus symbolique. Mais toutes sortes d'écoles, les Ekankar, les sciences, toutes les écoles, les sciences cosmiques, ont tous gardé un peu de cette connaissance. Mais un jour, l'homme doit faire éclater cette connaissance et la voir, non pas dans sa forme, mais la voir dans son intelligence pure, c'est-à-dire voir au-delà de la forme pour réellement commencer à créer sur le plan matériel une nouvelle civilisation qui éventuellement mènera une science nouvelle et qui permettra à l'homme, une fois pour toutes, de comprendre les mystères de la vie, de comprendre pour certains les secrets des mystères et de détruire complètement l'influence planétaire sur l'humanité. L'homme sera cosmique. Les influences planétaires, il les subit présentement. Oui. Quelles sont-elles les principales influences planétaires qu'il subit? Elles sont multiples, les influences planétaires. La Lune a une influence planétaire, Mercure a une influence planétaire, toutes les planètes du système solaire sur les plans invisibles sont des influences planétaires. L'influence planétaire probablement la plus maléfique que nous connaissions dans notre système solaire, c'est Pluton. Pluton est une planète qui peut détruire un être humain, qui peut fracturer une civilisation, qui peut créer des conflits entre les peuples. Pourquoi? Parce que les intelligences qui sont sur ces plans ont atteint un niveau de pouvoir sur l'astral humain tellement grand que l'homme n'a aucune idée de la différence entre la relation entre lui et la lumière et la relation entre lui et la relation et la rébellion satanique. L'homme n'est pas capable de voir la différence. L'homme est tellement ténu dans son esprit, il est tellement faible dans son esprit qu'il n'est pas capable de voir ses liens inconscients avec les forces sataniques, et aussitôt qu'il entre en contact avec les forces de la lumière, son ego, son émotionnel, son mental est tellement pétrifié qu'il croit que ces forces sont dangereuses pour lui, et automatiquement il retourne dans la mémoire de son expérience, et le cycle continue, et nous avons pendant des siècles le pouvoir des cycles astrologiques sur l'humanité, et nous avons des cartomanciennes qui se défoncent en quatre pour faire croire à l'homme qu'elles connaissent l'avenir. Et effectivement, elles connaissent l'avenir parce que l'avenir leur est donné, leur est décidé à partir de l'astral, mais parce que l'homme n'est pas capable de détruire le pouvoir de l'astral sur eux. Alors, les cartomanciennes ont raison, et à la fois, l'homme est dans l'ignorance. Elles connaissent l'avenir en reflet du passé, puisque ça. Elles connaissent l'avenir en fonction de la mémoire. Si l'homme connaissait les lois du temps, l'homme saurait très facilement que toutes les lois événementielles sont connues sur les autres plans. Il s'agit de changer moindrement de plan pour que l'homme puisse avoir accès plus ou moins clairement aux lois événementielles. Alors, si l'homme est en contact avec le monde astral, effectivement, ces entités peuvent lui communiquer de l'information qui devient de l'information astrologique qui coïncide avec des événements de demain. L'homme n'a aucune idée de ce que c'est le temps. Et ça me fâche. Ça me fâche parce que je sais que lorsque l'homme comprendra ce qu'est le temps, l'homme ne sera plus prisonnier du temps. Et lorsqu'il ne sera plus prisonnier du temps, il sera capable à ce moment-là de se servir de son corps éthérique et de voyager en dehors du temps.
Et lorsqu'il sera en dehors du temps, il ne sera plus prisonnier de la mémoire passée, de la mémoire de l'avenir de l'humanité. Il sera dans un présent qui est totalement coordonné à l'activité créative de l'intelligence pure. Et à ce moment-là, il pourra revoir les erreurs de l'humanité. Il pourra voir devant lui les possibles erreurs de l'humanité et il pourra les corriger s'il est suffisamment dans l'intelligence universelle. Le temps aussi, c'est tout un autre sujet qu'on pourra développer encore une fois. Oui. Alors, vous nous avez parlé des influences plutoniennes. Est-ce que ça fait référence à la planète Pluton comme telle? Ça ne fait pas référence à la planète Pluton physique, ça fait partie au plan subtil de la planète Pluton. Il n'y a pas de planètes dans le système solaire qui sont habitées sur le plan matériel. Mais les planètes sont habitées sur des plans invisibles. Toutes les planètes. Il n'y a aucune planète, il n'y a pas de planète dans le cosmos qui n'y a pas une vie intelligente quelconque sur un autre plan. Et ces planètes ont des activités. Le cosmos est une macro-hiérarchie. Le cosmos, c'est une organisation infinie de gouvernements à tous les niveaux. Ce sont des gouvernements invisibles qui ont leur intelligence, qui ont leurs quartiers généraux, qui ont leurs départements, qui ont leurs aides, qui ont leurs messagers, qui ont leur pouvoir, qui ont leurs limites. Le Christ, ce que vous appelez le Christ, le Nazaréen, fait partie de certains gouvernements universels qui dirigent l'évolution de la galaxie, de la Voie lactée. Tous les gouvernements universels, les gouvernements qui sont invisibles, sont liés directement ou indirectement avec l'homme. Les gouvernements de la Terre ne sont que de pâles réflexions intuitives de ces gouvernements. Ce que nous connaissons sur le plan matériel en tant que gouvernement n'est qu'une réflexion de ceci. Il ne faut pas s'imaginer que les hommes qui prennent des décisions par eux-mêmes. Ils sont influencés par ces gouvernements. Alors, selon leur niveau d'évolution, selon leur esprit, ils sont plus ou moins influencés par des forces négatives. Si vous avez un homme comme Hitler, il est influencé par des forces très négatives. Si vous avez un pape comme Jean-Paul XXIII, comment il s'appelle? Jean XXIII, il est influencé par des forces spirituelles de haute évolution. Vous avez des grands hommes, des grands politiciens qui sont influencés par des forces de haute évolution, ainsi de suite. Mais l'homme, un jour, doit en arriver à ne plus être influencé par les gouvernements invisibles. Il doit faire partie des gouvernements invisibles. Lorsque dans les mythologies anciennes, on parlait de Mars, qui est la planète guerrière, lorsqu'on parle de Vénus, la planète de l'amour, est-ce qu'il y a des relations vraiment à faire avec ces mythologies et cette réalité que vous nous révélez présentement? Ce sont des relations symboliques. Ce sont des relations symboliques qui font partie du destin de l'humanité, du développement de la connaissance ésotérique de l'humanité. Si les entités sur les plans invisibles vous disent que Vénus est la planète de l'amour, mais c'est final, c'est la planète de l'amour, tu vas y discuter. Si les entités sur les autres plans vous disent que Mars est la planète de la guerre, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez? Alors, les gens qui ont reçu ces informations ont codifié ces informations et ils ont développé des sciences astrologiques très intéressantes et qui conviennent déjà à l'intelligence, qui les a déjà prédisposés à concevoir et à réaliser cette information et à travailler avec cette information. C'est un jeu. La science de l'homme, l'esprit de l'homme, la connaissance de l'homme, c'est un jeu de l'esprit. Et l'homme, un jour, doit connaître les lois du jeu de l'esprit. Qu'est-ce que c'est l'évolution? Qu'est-ce que c'est l'évolution? C'est que dans l'évolution, l'homme ne connaît pas les lois, les jeux de l'esprit, et dans l'évolution, l'homme connaît les jeux de l'esprit. Et dès que l'homme connaît les jeux de l'esprit, il fait partie du travail de l'esprit. S'il ne connaît pas les jeux de l'esprit, il se fait enculer par eux. Lorsque vous parlez des forces négatives de Pluton, j'imagine immédiatement que Pluton, c'est la dernière planète du système solaire, la plus loin du Soleil. Maintenant, parlez-nous donc des influences du Soleil, c'est la lumière. Le Soleil ne crée pas d'influence, il active. Le Soleil, c'est un globe qui est composé d'intelligences qui sont en dehors du temps. Ce sont des intelligences qui n'ont aucun lien avec l'astral. Ce sont des intelligences très perfectionnées qui sont responsables pour la coordination dans cet espace de la galaxie des activités de vie. Le Soleil, c'est la maîtresse de l'intelligence dans la galaxie. C'est le Soleil qui dirige tout et c'est le Soleil qui a le droit sur tout. Ces intelligences ne peuvent pas être, ne sont pas des intelligences évolutives dans le sens que nous le connaissons. Ce ne sont pas des intelligences qui ont connu les plans de mort ou les plans de retardement de leur extinction comme Pluton.
Ce sont des intelligences... On ne va pas sur le Soleil après la mort. On peut aller sur Pluton après la mort, on peut aller sur Vénus, on peut aller sur Mars, mais on ne va pas sur le Soleil après la mort. Parce que le taux vibratoire de cet esprit est trop puissant. On ne va pas sur le Soleil après la mort. Ceux qui sont sur le Soleil, ceux qui sont dans le Soleil, ce sont les esprits de lumière, ce sont les grands esprits de la création. Et ils s'occupent de cette région de la galaxie. On ne va pas. L'homme ne va pas sur le Soleil. Mais l'homme peut être en relation vibratoire avec l'énergie du Soleil. Encore une fois, dans les connaissances ésotériques très anciennes, dans tous les peuples primitifs, on adorait le Soleil comme étant le grand Dieu. Mais oui, on adorait le Soleil comme étant le grand Dieu parce que le Soleil, symboliquement pour l'homme ou expérimentalement, lui donnait la vie, ainsi de suite. Il faut reconnaître que l'homme ancien traduisait toute son expérience en termes de symboles. Et il y avait dans sa symbologie une intelligence explicative. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et les hommes qui ont encore la même chose, les hommes qui ont été influencés astralement par le Soleil, m'ont fait le culte du Soleil. Ils se sont fait enculer. Et ceux qui ont compris les lois solaires d'une autre façon ont créé des religions un peu plus saines, comme certains pharaons, comme les Atlantes. Mais aussitôt que le culte du Soleil est tombé dans l'adoration, dans le service à la forme astrale, vous avez eu ce que nous connaissons, les Aztèques, et ainsi de suite. On détruisait des hommes pour le Soleil. Alors parlez-nous donc de ce qu'est la lumière, puisque la lumière se manifeste à travers le Soleil ou toute réaction atomique du même genre. La lumière du Soleil, ce n'est pas la lumière. C'est une composition chimique. Ce n'est pas ça, la lumière. La lumière, le mot lumière, c'est un danger. Parce que le mot lumière nous force à avoir une notion quelconque de la luminosité. Et dès que nous avons une notion de la luminosité, nous avons tendance à être attirés à la luminosité. Et lorsque nous mourons, nous sommes attirés à la luminosité. Autrement dit, lorsque nous mourons, nous sommes attirés à la lumière. Autrement dit, lorsque nous mourons, nous sommes attirés à l'astral. Un homme qui meurt ne doit jamais aller vers la lumière. C'est dangereux, le mot de la lumière. Le mot lumière, nous employons le mot lumière pour faire comprendre à l'homme qu'il y a une énergie absolue dans le cosmos qui, par rayonnement, crée l'éclatement atomique. C'est ça la lumière. Autrement dit, la lumière, c'est toujours une illusion contenue, projetée dans le cosmos par le rayonnement de l'énergie originale absolue. La lumière, c'est une création. La lumière, ce n'est pas un absolu. La lumière sert et ne doit jamais être conçue comme étant l'absolu de l'absolu. Dans l'absolu de l'absolu, il n'y a pas de lumière. Il y a simplement une clarté. Mais la clarté n'est pas lumineuse, telle que nous la connaissons. Et si la clarté est trop lumineuse, il faut faire attention parce que nous pouvons très facilement être attirés à elle. C'est ce qui se produit dans le monde de la mort. Les immortels, lorsqu'ils changent de plan, lorsqu'ils sortent de leur corps matériel, lorsqu'ils transmutent leur corps matériel, ils ne vont pas dans la lumière. Ils sont eux-mêmes lumière. Ils ne vont pas dedans. Ils sont eux-mêmes lumière. Et étant eux-mêmes lumière, ils se rapprochent des lumières les plus perfectionnées avec lesquelles ils ont une relation vibratoire. Alors, c'est ceci qui les amène à être sur les plans qui leur conviennent. Ils ne vont pas vers la lumière. Il faut être inconscient et humain et spirituel à en être borné pour être attiré par la lumière. Et ça, c'est un des grands dangers de l'ésotérisme, parce que dans l'ésotérisme, on vous parle de la lumière et d'être attiré par la lumière, et la lumière, et la lumière. Faites attention, un jour vous comprendrez que la lumière est une création de l'énergie, et que l'homme lui-même est porteur de lumière. Il n'a pas à aller vers la lumière s'il est porteur de lumière. Si tu fabriques ton propre coke, tu n'as pas besoin d'en acheter. Tu le fabriques, ton coke. Si tu fabriques ta propre énergie, tu n'as pas besoin d'aller en chercher ailleurs. La première manifestation de Dieu a été de séparer la lumière des ténèbres. Oui, ça encore, c'est une symbologie. La première manifestation de Dieu, ça a été de séparer les ténèbres de la lumière. Autrement dit, ça a été de créer dans le cosmos un choc qui a créé de la lumière et qui a créé des ténèbres. Les ténèbres étant ces régions qui n'étaient pas allumées ou clarifiées par la lumière. Pourquoi on dit dans la Genèse que la lumière fut? Si la lumière fut, elle n'est pas éternelle. Si elle n'est pas éternelle, elle a été créée. Alors, si elle a été créée, elle n'a pas été créée par la lumière. Hein?
mais on ne comprend pas la Genèse. Parce que on pense avec des pensées qui viennent de l'univers, au lieu de créer des pensées qui viennent de l'énergie, de l'intelligence, qui donnent de la lumière, de la clarté contre les ténèbres. C'est ça l'évolution. Est-ce que la lumière des étoiles comme celle du Soleil, c'est ça qu'on peut appeler la lumière, sans parler de la clarté comme telle? Est-ce qu'il y a d'autres formes de lumière, c'est-à-dire de feu, si on veut? Plus vous changez de plan, plus la lumière change. Oui. Plus elle est différente. Un feu, c'est de la lumière. Les âmes qui brûlent dans un enfer de feu. Ah, les âmes qui brûlent dans un enfer de feu, c'est une symbologie astrale pour créer dans l'homme la crainte. Ce n'est pas que les âmes brûlent dans un enfer de feu, c'est que les âmes sont trempées dans un fluide sulfurique qui brûle. Si vous allez dans le monde de la mort, vous verrez que ce qui brûle dans le monde de la mort, c'est le soufre. Le soufre, c'est un feu. Mais nous interprétons ça d'une façon qui convient à nos lighters. Expliquez un peu. Le soufre? Expliquez quoi? Expliquez un peu le sens de tout ça, là. Le sens de quoi? De ces âmes qui brûlent dans le soufre. Les âmes qui ne sont pas suffisamment évoluées, qui sont sur des plans inférieurs de l'évolution astrale, sont des âmes qui n'ont aucune lumière et n'ayant aucune lumière, n'ont aucune connaissance. N'ayant aucune connaissance, sont prisonnières des lois de ces mondes et automatiquement sont trempées ou vivent ou évoluent ou sont actives sur des plans qui sont sulfuriques. Le soufre, c'est un élément que nous connaissons sur le plan matériel, mais qui a aussi sa réalité sur les plans psychiques. Et le soufre, sur le plan psychique, ça équivaut au feu sur le plan humain. Le feu de l'enfer, c'est soufre. C'est le soufre. Et si vous allez dans ces mondes, dans les bas mondes, je ne souhaite pas à personne d'y aller, mais j'ai dit si ça donne. Vous voyez que ce sont des mondes extrêmement laids. Les ruisseaux sont faits de soufre. C'est du soufre qui coule dans les rivières. Et les entités vivent sur les bords de ces rivières. Ils vivent dans des cannes, Je ne veux pas parler de ça, c'est trop compliqué. C'est simple, mais c'est trop compliqué. Le monde de la mort, c'est la reproduction en astral de la mémoire sur la terre de ce qui est le plus vil. La décomposition sur la terre, ce qui est laid sur la terre, tout ce qui est laid sur la terre. Bon, ben, dans le monde de la mort, ça existe comme mémoire. Ce pot-là, il existe sur les autres plans. Ça, c'est la forme matérielle. Il existe ce pot en mémoire, en image. Si vous allez sur un autre plan, vous le verrez, ce pot. Quand vous rêvez le soir au pot, vous le voyez le lendemain matin, vous l'avez rêvé, vous l'avez vu sur les autres plans, et pourtant vous le reconnaissez sur le plan matériel. Alors, dans le monde de la mort, les objets qui existent sur le monde matériel, sur le plan matériel, qui sont très très laids, existent là, et c'est ça qui crée l'enfer. Les choses sur le plan matériel qui sont très belles, comme les cathédrales, la grande architecture, les grandes choses de l'homme, sont sur les plans plus élevés. Et c'est ça qui permet à ces entités de se retrouver dans les mondes qui conviennent à leur expérience. Dans la réalité cosmique de la Voie lactée ou de la galaxie, comme vous nous parlez, il reste aussi l'énigme des trous noirs. C'est-à-dire, c'est l'anti-soleil, c'est le soleil noir, le trou noir. Parlez-nous donc de l'influence ou de la raison du trou noir. Les trous noirs sont des corridors d'énergie. Il y a des civilisations qui sont suffisamment avancées pour avoir construit des vaisseaux spatiaux qui sont antimatériels. Et ces trous noirs leur permettent de passer d'une galaxie à une autre. L'avantage d'un trou noir, c'est que ça permet à des intelligences de passer d'une galaxie à une autre au lieu de faire tout le tour. Parce que les lois cosmiques de la gravité forcent les civilisations de toujours contourner les galaxies avant de pénétrer dedans afin de pouvoir accélérer à un point tellement
élevé qu'il dépasse de multiples fois la vitesse de la lumière. Alors, ces trous noirs leur permettent à eux de passer directement d'une galaxie à une autre. Ça dépend de quel point de vue vous regardez le trou noir. Si vous regardez le trou noir du point de vue de l'astrologue, de l'astronome, vous le regardez d'un point de vue qui devient de plus en plus intéressant, mais qui n'est pas fonctionnel sur le plan de la science, sur le plan de la civilisation, sur le plan de la technologie et des systèmes de transport. Mais un jour, les trous noirs deviendront pour l'homme des tunnels, comme nous avons des tunnels sur le plan matériel, et ces tunnels permettront à l'homme de voyager beaucoup plus rapidement dans le cosmos. C'est très vaste, le cosmos. Et l'homme doit apprendre et développer des moyens pour voyager le plus vite possible. Mais pour que ceci se fasse, il faut que la science cosmique évolue. Et il y a des civilisations qui ont atteint de très hauts niveaux de développement de science cosmique et qui peuvent se servir des trous noirs comme passage, comme tunnel pour passer d'une galaxie à une autre. La lumière ne voyage pas dans le cosmos comme nous en avons l'impression d'après nos appareils de télescopie. La lumière que nous voyons ne voyage pas comme nous en avons l'impression. La lumière, elle est totalement pulsative. Et ce qui donne à la lumière l'impression qu'elle voyage dans le temps, c'est que la lumière, elle est, je ne dirais pas charriée, mais elle est conduite, elle est véhiculée à travers ce qu'on appelle un éther quelconque. Mais la science a rejeté le concept de l'éther, parce que pour la science mécaniste, on n'avait pas besoin du concept de l'éther pour comprendre la mécanicité de la lumière. Mais lorsque l'homme commencera à comprendre les lois de la lumière sur un autre plan, il sera obligé d'incorporer les lois de l'éther. Sans ça, il sera jamais capable de concevoir qu'une civilisation peut partir d'un point A dans une galaxie et arriver dans un autre point A de la galaxie. Points qui sont séparés par des millions d'années-lumière, mais qui peuvent être véhiculés à l'intérieur de 2 ou 3 semaines parce que les hommes voyagent en dehors du temps. Ça, c'est la perception du macrocosme. Dans la perception du microcosme, c'est-à-dire au plan atomique, on a déjà reçu Jean Charron, physicien, pour nous dire que l'électron était la porte de l'esprit. L'électron, c'est la porte de l'esprit. L'électron, c'est l'esprit enfermé dans une couche d'énergie qui fait partie de la conscience culturelle de la galaxie. La conscience culturelle de la galaxie, c'est la conscience qui permet à la galaxie de maintenir dans un proton la totalité de sa science. Alors lorsque l'homme aura accès à la conscience atomique, il pourra rentrer avec son esprit dans la conscience atomique et connaître ce qui a été développé dans la galaxie. Le proton, c'est une école. Le proton, c'est une réserve, c'est une mémoire. Le proton, c'est une accumulation effroyable de connaissances. Le proton, c'est un peu de l'absolu. Nous traitons du proton sur un plan très inférieur. Aujourd'hui, nous sommes à nos premiers ébats. Nous traitons du proton et de l'électron, de certaines particules, en fonction des lois de la collision, en fonction des lois d'échange d'énergie. Mais demain, nous ne traiterons pas de l'atome de la même façon. Demain, nous entrerons en esprit, autrement dit, avec notre corps éthérique dans l'atome pour en connaître l'intelligence. Il y a énormément d'intelligence dans l'atome. Et cette intelligence doit être éventuellement utilisée par les hommes, que ce soit les hommes de la Terre ou que ce soit les hommes d'autres planètes. L'atome, c'est une archive extraordinaire. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous en brûlons les livres. Nous la détruisons. Nous essayons de la transformer. Et qu'est-ce qui se produit? Elle libère une énergie énorme qui peut très facilement détruire l'humanité. La connaissance, telle que l'homme le découvrira un jour, c'est un feu. La connaissance, c'est du feu. La connaissance, ce n'est pas psychologique. La connaissance n'appartiendra jamais à l'homme. L'homme sera dans ce feu. Alors, automatiquement, il sera dans la connaissance, il aura accès à la connaissance. On ne possède pas la connaissance. C'est une illusion de l'ego. Un homme qui veut posséder la connaissance, il devient fou. Un homme qui est lié à l'énergie de l'intelligence apprend à contrôler les lois de l'énergie de la connaissance.
Et avec le temps, il se sert de la connaissance pour amplifier dans le cosmos la résonance de l'esprit, et ça, c'est l'évolution. Alors, c'était la conférence sur la vie, sur